les bouquinistes à Paris, et eux constatent exactement la même chose. Ils ne peuvent plus vivre de la seule vente de livres. Plus personne, ou presque, à part quelques rares habitués, ne leur achète des livres, ne leur achète des livres de collection, ou ne leur achète beaucoup de livres. Ils peuvent à peine survivre grâce à la vente d'affiches du chat noir vendues aux touristes qui passent, de cartes postales, ou d'anciens magazines qui vont être affichés comme des objets dans une chambre. Mais c'est plus pour l'objet livre ou le contenu d'un livre ou la spécificité d'un livre qu'on va aller voir. Chaque mois, retrouvez des individus d'exception, athlètes, artistes, gastronomes, professeurs ou chercheurs, entrepreneurs de tout type, qui montrent comment construire son existence de manière philosophique, comment mettre d'accord sa vie avec ses principes. J'ai l'impression que pour les livres, comme pour la cuisine, il y a le même problème. Et donc, le livre magnifique, je vais juste partager, j'ai partagé avec toi, mais extraordinaire. Et là, je dis pas ça souvent, sauf quand c'est Pierre Vesperini. Mais c'est vraiment un livre qui m'a marqué. C'est vraiment un livre que j'ai eu envie d'écrire et qui a permis pour moi de mettre des mots sur quelque chose que je ressentais depuis longtemps. Et bon, surtout quand tu es prof de lettres, tu vois, c'est quelque chose d'important, hein, le fétiche et la plume. Alors, ce que je disais au sujet de la cuisine, c'est j'ai l'impression, moi j'adore manger et j'ai l'impression, encore une fois, que la scène gastronomique est saturée, je vais le dire, saturée de merde, que la nourriture est devenue un spectacle, que ce qui guide, c'est la rentabilité, que les grands groupes rachètent les restaurants les uns après les autres. Moi, j'ai un bon ami à Courchevel, dans ce haut lieu du capitalisme, qui avait un hôtel qui s'appelait le Chabichou avec un restaurant. Enfin, avant tout, c'était un restaurant. Bon, pauvre Michel Rogy est mort, racheté par un groupe. Et finalement, en littérature, il se passe, je trouve, exactement la même chose. Donc, ton livre s'appelle le fétiche et la plume. Je dis ton livre, je fais une erreur parce que tu l'as écrit avec Hélène Ling. Et voilà, en gros, en quelques phrases, pour les gens qui connaissent pas ton travail, votre travail avec Hélène, qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce livre, Le fétiche et la plume, publié chez Rivage, il y a combien de temps d'ailleurs? Donc je Mm. vérifie. Il est sorti. Oui. Septembre 2022. Exactement, il y a un peu plus de 3 mois qu'il est sorti. Donc, Euh, c'est quoi ton pitch? c'est quoi mon pitch? Alors déjà, ça Vas-y, commence tu mal me hein, vends. pour décrire cet essai. Mais bon, c'est cohérent avec l'époque, hein, où effectivement on nous demande de pitcher nos livres. Peut-être que tu as un temps limité aussi, comme la thèse en 180 secondes. Euh, non, plus sérieusement, en fait, donc bon, Hélène Ling bon, moi je suis professeure de lettres et écrivaine, et Hélène Ling aussi d'ailleurs, donc on est un petit peu aux deux bouts de la chaîne, hein. Donc à la fois on produit de la littérature et puis on la réceptionne en tant que lectrice, mais aussi en tant que passeuse de littérature, puisque nous l'enseignons. Et nous sommes également amis, et c'est vrai que Hélène et moi, nous faisions le constat, donc à travers nos expériences d'autrice, de beaucoup de choses communes, d'une sorte de ressenti commun. Déjà, moi, il y avait quelque chose qui me frappait à chaque fois que j'entrais dans une librairie. Alors évidemment, si on entre à la Fnac, par exemple, ou dans ce Ouais. qu'on appelle les vendeurs de produits culturels, Fnac, Cultura et autres, mais même, malheureusement, parfois jusqu'aux librairies indépendantes, ce, ce léger vertige avec ce regard qui ne sait plus où se poser. Parce Mhm. que les étagères littéralement vomissent des livres, les tables des libraires sont saturées, les couvertures se sont de plus en plus adaptées justement à ce champ visuel saturé
en étant de plus en plus criarde, en se parant de bandeaux, le bandeau rouge des prix, le bandeau bleu du nom de l'auteur ou de l'autrice, même chez des éditeurs comme POL, par exemple. Mhm. Et tout ça n'a qu'un but, hein, c'est essayer de sortir de la masse de ces livres qui sont victimes au même titre que les vêtements, au même titre, comme tu le disais, que la gastronomie, que en fait 1000 autres produits de surproduction. Et nous, voilà, ce premier constat très intuitif qu'on faisait, on se disait bien qu'il y avait quelque chose derrière de l'ordre structurel, que ce n'était pas seulement la volonté de quelques éditeurs, mais voilà, qu'on rejoignait une sorte d'analyse macrostructurelle qu'on pouvait faire de ça et que euh, les analyses qui existaient jusqu'à présent sur la littérature contemporaine, le devenir de l'objet livre, etc., souvent étaient portées par des voix assez conservatrices. Je pense notamment, donc le dernier livre qui est un peu sorti sur le sujet, ben, c'est Alain Finkielkraut, par exemple, qu'il a écrit, qu'on pourrait prononcer peut-être Alain Finkielkraut, voilà. Enfin, Oui. Mais attends, est-ce que moi j'ai pas suivi parce que après un oui. jour avoir fait une vidéo sur lui qui s'appelait Les philosophes à ne pas lire, Ah, j'ai super. pas suivi, j'ai pas suivi son livre sur qu'est-ce qu'il raconte sur les livres. Alors, en gros, Lui, il lui, surproduit quand même. Il est pas mauvais, Alain. alors lui, il est Il excellent dans la surproduction. balance. Mais si vous voulez, enfin, si tu veux, ce constat, en gros, d'une sorte d'ère qui serait en train de tuer la littérature et de ça, nombreux sont les auteurs et les autrices qui le font. Mais voilà, souvent, c'est sur un prisme un peu conservateur, on peut le dire un peu rétrograde, qui va attribuer ça à des choix éditoriaux ou à des contenus qui seraient davantage promus par le marché, etc. Et donc Finkielkraut, par exemple, dans son livre, dit «La littérature est morte parce qu'on a laissé je résume très vite, hein, mais les femmes et les post-coloniaux, donc bon, les post-coloniaux, c'est quoi? C'est les personnes qui viennent d'Afrique du Nord ou d'Afrique, voilà, colonisées par leur thème, notre littérature, en gros. Donc en fait, la littérature n'est qu'un prétexte pour lui. Son analyse du champ littéraire contemporain, repose finalement sur toutes ces vieilles lunes et vieilles obsessions qu'il nous sert et resserre. Et là, il les applique au livre ou à la littérature. On a d'autres auteurs, on a par exemple un professeur d'université qui s'appelle Philippe Villain, qui avait essayé, voilà, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle La Passion d'Orphée, qu'on a lu d'ailleurs avec Hélène, où lui, par exemple, va vraiment se focaliser sur l'évolution du style et bon, peut-être une tendance à, voilà, on diagnostique une sorte de mort du style, de mort du grand style, de primat du contenu sur le style. Euh, mais nous, voilà, nous n'avions pas envie d'écrire Ouais, ce pas livre. cet axe. Voilà, nous, en fait, très vite, on a pris une position un petit peu plus surplombante en essayant de voir comment, en fait, des phénomènes socio-économiques étaient à l'origine, bien moins que des individus ou des maisons d'édition, étaient à l'origine de cette profonde modification du livre qui, qui était devenu quelque part un produit comme un autre et qui, à ce titre, était géré comme un produit comme un autre. Et pour ça, il faut déjà s'intéresser à ce qu'est aujourd'hui le monde de l'édition. Donc bon, bah, ça c'est l'objet de notre premier chapitre. On fait une sorte à grands traits, hein, mais une sorte de panorama du champ littéraire contemporain et notamment du champ éditorial qui finalement subit deux phénomènes qui expliquent ce vertige qu'on ressent en entrant dans Mhm. une librairie. D'abord le phénomène de la concentration. Donc depuis en gros une cinquantaine d'années, le champ éditorial français, mais on pourrait élargir ça, européen, américain, enfin voilà, c'est euh, le Ah, c'est capitalisme, ça. voilà, étant notre système de toute façon socio-économique dominant, plus ou moins dur selon les pays. De toute façon, voilà, dans un monde globalisé, applique ces mêmes logiques où qu'on soit. Et donc voilà, par exemple là, on est invité par le Québec à donner un entretien et Génial. ouais, merci. La journaliste québécoise qui est aussi éditrice nous disait bah, qu'au Québec, elle constatait exactement les mêmes phénomènes que ceux qu'on décrivait pour la France, par exemple.
Et le livre d'ailleurs va peut-être être traduit, donc c'est pas encore confirmé, mais peut-être être traduit en anglais. Et on était très Génial. étonnés, voilà, bah, que ça puisse intéresser le marché anglo-saxon. Mais en fait, voilà, de toute façon, ce qu'on décrit, même si nos exemples restent français, s'applique en fait à l'ensemble du champ. Et Excuse-moi, je dis juste une chose, mais pour tous les amoureux, enfin, disons, amoureux de la littérature, ça fait là aussi, c'est suspect comme expression, mais pour tous les amoureux de la littérature, c'est un constat qui s'impose. Et comme je disais, bon, vous avez mis en mots des choses que moi je ressentais, que j'arrivais pas vraiment à exprimer, mais comment dire en anglais, keep up, c'est-à-dire comment, si, quand bien même cette surproduction était de qualité, si on fait cette hypothèse-là, mais comment suivre? Alors, c'est pas possible. Et pour peu que tu parles deux langues et que tu sois intéressé par des livres en anglais, des livres en espagnol et des livres en français, ben, ta vie, c'est pas Instagram, mais c'est les livres. Tu es dans une espèce de constante production, enfin, ingurgitation de data et tu meurs d'une overdose. Donc ça, c'est s'il y a de la qualité. Mais bon, alors l'overdose, elle arrive beaucoup plus vite parce que, enfin, en tout cas pour moi, parce que cette surproduction, elle est liée quand même, je trouve, à une perdition dans la qualité. Mais bon, on va certainement y revenir. Et je te rends la parole. C'était juste une petite remarque. Mais oui, oui, bah, la question de comment suivre, bon, c'est une question qu'on aborde aussi, puisque finalement, nous, dans l'essai, voilà, comme je le disais, on s'intéresse à comment ce capitalisme tardif, qui en gros est notre système économique, a, qu'on appelle aussi néolibéralisme, hein, si on choisit un autre terme, a voilà, profondément modifié la façon dont on produit les livres. Donc là, évidemment, on parle des éditeurs, on parle aussi des auteurs, des autrices, la façon dont on les critique, donc dont l'espace médiatique les reçoit, et qu'est devenue la figure du critique, quel rôle jouent les médias là-dedans, etc. Donc dans une économie qui, depuis l'apparition et l'explosion du numérique, est quand même devenue une économie de l'attention, donc capitalise sur notre temps d'attention. Donc comment le livre survit dans cette guerre de l'attention. Et puis, donc, comment on produit, comment on critique et comment on réceptionne cette littérature dans notre capitalisme tardif. Donc, qu'est devenue la figure du lecteur, de la lectrice, comment on la réceptionne aussi dans le champ éducatif. Voilà, comme on est toutes les deux enseignantes, on voulait aussi quand même dire un mot sur ça, sur la lecture et l'éducation. Et on a consacré un chapitre un petit peu plus court que les autres sur ce sujet à la fin. hum, Donc, ouais. et donc voilà, donc comme je le disais, pour ce qui est donc de cette histoire de surproduction, c'est vrai qu'il faut pour ça déjà bien comprendre qu'en fait les maisons d'édition qu'on croit indépendantes subissent de plein fouet, comme bien d'autres champs, et le champ littéraire n'est pas le seul concerné, mais des phénomènes de concentration éditoriale très forts, c'est-à-dire qu'en fait ces maisons qui le plus souvent à l'origine étaient des maisons plus ou moins indépendantes, d'abord on avait des libraires éditeurs hein, au 19e siècle, puis au début 20e, bon, ça, si on prend l'exemple d'Hachette, par exemple, libraire-éditeur, qui va devenir éditeur, et puis ils vont faire l'objet de multiples rachats à partir, en gros, des années 50, initialement par d'autres éditeurs qui vont plus ou moins se racheter entre eux. Et puis, à partir des années 80, donc ça correspond un petit peu au tournant de la financiarisation de l'économie, etc. Ce sont des groupes qui n'auront plus grand-chose à voir avec la choucroute du livre, qui vont se mettre à racheter les maisons d'édition, et souvent en faisant des sortes d'appendices du monde des médias et du divertissement, dont finalement le livre va peu à peu devenir un petit peu le parent pauvre. Et, et, et pour ça, par exemple, voilà, bah, Hachette a été par exemple euh, racheté par Lagardère. Mhm. Euh, et puis plus tard, suite à de Ouais. multiples opérations, bref, récemment en tout J'ai cas, oublié, tu le dis dans le livre, mais je l'ai moi oublié. Editis. voilà. Et, Alors, ouais, Editis, non, alors Editis, c'est encore autre chose. c'est encore autre chose. C'est un groupe qui maintenant est détenu par Vivendi.
enfin qui était détenu par Vivendi et qui depuis a été racheté par Bolloré, le groupe Bolloré, donc Vincent Bolloré, et qui voulait justement, donc on a 4 grands groupes en France qui structurent en gros la production éditoriale à 80%. Donc on a le groupe Hachette. Alors, quand on parle de production éditoriale, on parle de à la fois ceux qui éditent des livres, mais ceux aussi qui les distribuent. Parce qu'il faut bien voir que entre les maisons d'édition, les libraires et nous, lecteurs, lectrices, en fait, il y a un gros maillon de la chaîne qui s'appelle les distributeurs et qui sont ceux qui vont en fait permettre de promouvoir votre livre auprès des libraires et donc de littéralement placer le livre. Donc, ils sont très importants pour les maisons Il n'y en d'édition a que parce qu'ils deux en France, non? il y en a, non, mais il y en a plusieurs. En fait, ces grands groupes, souvent, ont leur propre système de distribution. Donc, par exemple, Hachette a son système de distribution qui s'appelle Hachette Livre. Editis aussi a son système de D'accord. distribution. Après, on a des groupes comme, on a un autre groupe qui s'appelle Média Participation, qui aussi détient toute une série de maisons d'édition. Et puis on a le groupe Madrigal, qui en fait est le groupe Gallimard. On n'a pas que Gallimard, on a Gallimard, Flammarion, d'autres éditeurs qui appartiennent à ce groupe et qui, eux, ont leur propre circuit de distribution aussi. Et après, il reste environ entre 10 et 15% d'auteurs éditeurs indépendants, mais dont parfois dans ces éditeurs dits indépendants, des grands groupes, comme par exemple Actes Sud, qui est d'ailleurs au Rivage, la maison qui nous édite, appartient au groupe Actes Sud, qui certes n'est pas un méga groupe au même Ouais. titre que Hachette par exemple ou d'autres, ou même Gallimard, mais qui voilà, reste quand même qui fonctionne aussi C'est, sur la logique de groupe. Inès, c'est une question que je voulais te poser. Actes Sud, enfin bon, Payot Rivage, quand ils vous ont vu arriver avec Hélène et votre bouquin qui dénonce en gros la connerie ambiante des éditeurs, ils vous ont pas fait la gueule ou ils ont dit peut-être on va pouvoir faire de l'argent avec ça? Alors, bon, en fait, Hélène comme moi, donc moi j'ai publié un premier roman en 2019 qui s'appelle Tête de Hmm. tambour et ce premier roman il était édité chez Rivage. Donc j'avais déjà cette maison Ouais. d'édition pour la fiction et notamment une éditrice que je tiens à saluer qui s'appelle Émilie Colombani, donc qui est l'éditrice de littérature française et qui, depuis quelques mois d'ailleurs, est devenue la directrice de la maison Rivage. Donc pas seulement de la littérature française, mais voilà, de tout ce que Rivage peut faire, et ils font pas mal de choses. Et donc, et Hélène, donc Hélène, elle a publié 3 bouquins, et son dernier, Ombre chinoise, avait été publié aussi par Rivage. Et bon, enfin, c'est assez amusant qu'on se soit, voilà, qu'on ait eu la même maison d'édition. Et donc, quand j'ai un petit peu, en fait, c'est moi qui ai eu l'idée de ce sujet, voilà, parce qu'en fait, tout simplement, je voulais lire un livre sur ce sujet. C'est-à-dire, Bah, pareil, ouais. voilà, le lien Pareil, étroit, sauf que je l'ai pas écrit. c'est ça, que la littérature peut entretenir avec le capitalisme. Et donc, j'ai commencé tout bêtement, je me souviens, j'étais à la bibliothèque dans le 14e arrondissement de Paris où j'habitais à l'époque, et c'est la Ouais, bibliothèque Georges Brassens, et je faisais une ouais, recherche, je et je vois où cherchais, c'est. voilà, et je ne trouvais rien. Bon. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je trouvais alors soit des choses dans des domaines très spécialisés, universitaires, donc par exemple en sciences de la communication, il y avait des choses sur les prix littéraires, il y a en économie, économie de la culture, il y avait des choses sur la concentration éditoriale dont on vient de parler. Il y avait des choses sur euh, l'influence du numérique sur la lecture, bon, des choses comme ça très disparates Très et assez ciblé. spécialisées. Mais il n'y avait rien de synthétique, en fait, il n'y avait pas de texte qui proposait un panorama vraiment sur ce sujet. Et les textes qui tentaient d'en proposer un, mais on en a parlé tout à l'heure, le faisaient d'une façon, voilà, en adoptant un point de vue un peu Ouais. moralisant, qui n'était pas du tout le nôtre. Nous, il ne s'agissait pas de dire, on le dit dans notre introduction, ce qui est de la littérature, ce qui ne l'est pas, ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas lire. Ce n'est pas le but de notre essai. Le but de notre essai, c'est vraiment de proposer une sorte d'instantané du paysage littéraire en France aujourd'hui et de comprendre quels mécanismes, macro-mécanismes nous ont conduits à ça, mécanismes sociaux et économiques. Alors bien sûr qu'après on a un parti pris fort hein, quand même qui est de bon, qui est proche d'une forme peut-être de, je sais pas si c'est du marxisme, mais enfin bon voilà, Oui.
on a une sorte de matérialisme critique quand même dans notre approche. expliqué, voilà, expliqué par le socio-économique, un phénomène idéologique. C'est ça. Mais il n'y a pas d'exception française, c'est-à-dire que on peut pas s'en tirer avec cette pirouette, genre les Américains et les Anglo-Saxons, les Allemands et les autres, ils font n'importe quoi, mais nous quand même. C'était pas le truc de comment il s'appelait le mec de Vivendi? Tu Jean-Marie te souviens? Messier? Voilà, bravo, Jean-Marie Messier. Jean-Marie C'est pas son Messier. leitmotiv? Euh, alors, il y a quand même une exception française qu'il faut saluer et qui nous sauve des pires dérives, c'est le prix unique du livre, qui a été imposé par D'accord, ça Jack c'est bien. Lang, voilà, en 81. Jack Lang, merci. Oui, merci pour ça, parce que c'est ce qui nous évite d'être dans une situation aussi quand même dramatique que peut l'être les États-Unis d'ailleurs sur ce Ouais, sujet. Et je le dis en m'appuyant là sur un éditeur qui s'appelle André Chiffrin, Chiffrine peut-être, donc qui n'est autre que le fils de Jacques Chiffrin de la NRF et qui a longtemps vécu entre la France et les États-Unis et qui dans les années à la fin des années 40 a fondé une maison d'édition qui s'appelait Pantheon House ouais. et il a expliqué dans 3 petits livres absolument lumineux qui sont publiés chez La Fabrique, dont le premier s'intitule L'édition sans éditeur. Et Mhm. on comprend bien ce qu'il veut dire par là. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a eu une profonde transformation sous les assauts voilà, du marché, du métier même d'éditeur, où finalement ce ne sont plus des éditeurs dans des maisons familiales qui lisent et choisissent des livres qui bien sûr tentent de faire du profit, mais essentiellement pour le réinjecter dans leur collection et permettre à leur maison de survivre et pour payer leurs auteurs. Mais nous sommes passés à une édition de patron de maison d'édition et non plus d'éditeur. En gros, c'est ça son propos. Et pour ça, il prend l'exemple de sa propre maison d'édition, donc Pantheon House, et il suit ses évolutions, en gros, justement, de la fin des années 40 à nos jours. Et il montre comment, donc voilà, il a fait l'objet de multiples rachats, lui aussi, comment peu à peu, avec son associé, ils ont été évincés de leur propre maison d'édition, comment, alors que son but, c'était en gros de faire 1% de bénéfices à la fin de chaque année. Quand on dit bénéfice, c'est voilà, c'est une fois qu'il avait tout payé, il lui Ouais. restait en gros 1% en plus, généralement qu'il réinjectait dans de nouveaux projets ou pour améliorer sa maison. Et là, il explique qu'on lui demandait à la fin, donc, notamment fin des années 80, etc., quand il a été racheté par d'énormes groupes d'édition américains, de faire entre 10 à 15% de profit par livre. Donc initialement par secteur, puis après par livre. Donc c'est absolument intenable quand on sait que aujourd'hui le nombre d'exemples, en fait le marché aujourd'hui, et donc là on en vient à la question de la surproduction, pourquoi on est dans ce phénomène de surproduction? Parce que le nombre d'exemplaires vendus par livre, en 30 ans, si on prend des chiffres qui étaient dans les années 90, qu'on peut trouver dans les années 90 et des chiffres qu'on trouve dans les années 2010, début des années 2020, la, le nombre de titres, le nombre d'exemplaires, pardon, vendus par titre a été divisé par 2. Mhm. Donc, et ça ne cesse de chuter. Alors pourquoi? C'est dû à plein de choses. C'est dû à la diffusion massive du livre de poche, notamment, qui empêche les livres, quand ils sortent grand format, parfois de se vendre aussi bien qu'avant. C'est dû à la fragmentation du temps d'attention, où maintenant nous sommes sollicités par de multiples objets d'attention. Et le numérique, bien sûr, n'a rien fait, au contraire, pour améliorer ça. C'est dû à la chute des gros lecteurs. Donc, en fait, il y a tout simplement de moins en moins de gens qui lisent et qui lisent beaucoup. Donc, il y a de Mhm. moins en moins d'acheteurs de livres. Et ça, c'est un phénomène général. J'entendais même récemment j'écoutais un documentaire radio sur les bouquinistes à Paris et eux constatent exactement la même chose. Ils ne peuvent plus vivre de la seule vente de livres. Plus personne, ou presque, à part quelques rares habitués, ne leur achète des livres, ne leur achète des livres de collection ou ne leur achète beaucoup de livres.
ils peuvent à peine survivre grâce à la vente d'affiches du chat noir vendues aux touristes qui passent, de cartes postales ou d'anciens magazines qui vont être affichés comme des objets dans une chambre. Mais c'est plus pour l'objet livre ou le contenu d'un livre ou la spécificité d'un livre qu'on va aller voir. Et donc, Mhm. pour pallier cette chute de livres, la solution qu'ont trouvé les éditeurs, eh ben, c'était de tout simplement produire 2 fois plus, enfin produire toujours plus pour gagner à peu près la même chose, donc pour enrayer cette chute. Et c'est comme ça qu'on arrive, voilà, à des rentrées, à la rentrée d'automne avec plus de 500 romans qui sortent, parfois jusqu'à 700 romans qui sortent, avec des rentrées qui sont de plus en plus avancées. Avant, c'était début septembre, puis c'est fin août, maintenant c'est autour du 20 août, et on parlait même de mettre ça autour du 15 août. Voilà. Enfin, Ah on ben recule. non, tu vas pas mettre ça le 15 août. Mais attends, et juste, c'est super intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser, est-ce que pour les gens qui connaissent pas le milieu de l'édition, tu pourrais répondre à deux, trois questions sur combien ça coûte? C'est-à-dire, aujourd'hui, pour un éditeur, euh, donc je sais pas, c'est peut-être de l'impression laser, mais ou non, mais combien ça coûte de fabriquer un livre? C'est-à-dire, moi, demain, je me pointe avec mon manuscrit. Lui, il doit mettre sur la table combien à peu près? Alors, c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas exactement combien coûte un livre à produire et à imprimer pour l'éditeur. Je sais que j'ai un exemple qui m'avait été donné pour les livres illustrés pour enfants, sachant que les Mhm. illustrations, ça coûte quand même Ouais. toujours plus cher que le papier spécifique, etc. Mhm. Et qu'un livre coûtait autour de 3 euros. Mais ça, c'était avant la guerre en Ukraine et la crise du papier et de l'énergie qui s'en est suivie. Et aujourd'hui, le même livre coûte à peu près 7 euros à produire, ce qui est Aïe, colossal pour un aïe. éditeur. Il faut bien voir, c'est donc voilà, tu l'as montré tout à l'heure, mais voilà par exemple notre bouquin, ce bouquin-là, donc qui fait 400 pages, donc édité par Rivage sans illustration, à l'achat il coûte 22,50 €. Ouais, 22,50 Mhm. €. Sur ça, Hélène et moi on touche 10%, donc 2,50 € à 2. Donc en fait l'auteur, Ce qui est pas mal. ce Ce qui qui est est pas pas mal parce que stupide. tous les auteurs n'ont pas, enfin, je trouve ça totalement injuste, mais vraiment super injuste, mais tous les auteurs n'ont pas 10%. Non, tous les auteurs n'ont pas 10%. Donc oui, mais tu vois bien que quand même, on est vraiment le parent pauvre quand même, hein. 90% va à d'autres choses. Bon. Mais c'était ma question, c'est-à-dire, Oui. voilà, faire exactement le décompte que tu vas faire. Donc, il y a 10%, et vous êtes chanceuse, qui vont pour vous, sans qui le livre n'existerait pas, tu Voilà, vois, et 10%. alors après, Ensuite, l'éditeur touche à peu près 30%, je crois. mhm, Entre 20 et 30 selon les maisons d'édition. Et c'est les maisons d'édition qui payent les auteurs. ok, Ensuite, on a le libraire qui touche à peu près entre 25 et 30% du ouais, livre. Et tout le reste, c'est la distribution. Donc, distribution. la distribution, je sais pas à combien on en est là déjà, 30, 30, 60, 70. Ouais, la distribution, c'est 35 généralement, 35%. Voilà. Donc, ça te Donc, donne une idée. et là, enfin, tu vois, je pense, je sais pas pourquoi, je pense à Descartes, j'ai peut-être des problèmes fantasmes, mais je pense à Descartes qui imprime, enfin, en gros, l'imprimeur, lui, enfin, il y a encore des mecs qui impriment des livres. Tu vois ce que Oui, je veux dire? il y en a encore. Alors, c'est plus comme dans Les Illusions perdues de Balzac, avec Voilà, on essayait de réduire le coût du papier, etc. Quoique, peut-être qu'on va y revenir avec la crise du papier. avec la crise. Euh, Écoute, nous, notre livre, par exemple, il est imprimé en France, ce qui n'est plus beaucoup le cas. Et Mhm. justement, pour gagner sur les coûts, on a de plus en plus d'éditeurs qui éditent hors de France, et notamment sur les livres pour enfants qui coûtent cher. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais soit c'est édité en Non. Europe de l'Est, il y a des pays qui se sont un peu spécialisés là-dedans, soit ils sont édités en Chine, carrément, parce que les coûts de production sont bien inférieurs. Mais bon, nous, par exemple, c'est édité en France, mais je ne sais pas du tout combien ça revient à l'impression. Mais je pense Alors, pas énorme quand même, hein. Peut-être un mhm. euro, 2 euros peut-être, je sais pas. Mhm. Sur 22 Moi, euros. moi, j'avais en tête, enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai ce chiffre, mais d'une discussion avec mon frère jumeau d'ailleurs, qui était un peu dans le milieu, et qui me disait qu'en gros, ça coûtait 5 000 € à fabriquer un livre. Donc, D'accord.
Mais je ne sais pas si c'est encore le cas, Combien- Pour si combien ça a d'exemplaires? bougé. Je sais pas, pour un tirage classique, mais bon, je ne me souviens plus du nombre de livres qu'il faut pour un tirage classique. Alors Mais justement, ouais. Parce que tu ouais, sais que la vas-y. 90% des nouvelles références, donc 90% des livres qui paraissent chaque année, sont vendus à moins de 100 exemplaires. Alors, c'est vrai qu'on n'imagine pas, hein, mais c'est vraiment rien 100 exemplaires, pour te donner une idée. Et à côté de ça, tu vas avoir des gens qui vont vendre à 900 000 exemplaires, comme par exemple Hervé Letellier, qui a reçu le prix Goncourt il y a quelques années pour son roman L'Anomalie. Oui. Tu vas avoir des gens qui vont vendre à plus d'1 million d'exemplaires, comme Virginie Despentes, par exemple, avec Vernon Subutex. Donc voilà, c'est juste pour 90%, on a 10%. Et donc au milieu, on essaie plus ou moins de se maintenir, mais il y a des chiffres qui m'ont vraiment frappé. J'ai vu ça dans un article de l'Express il y a quelques mois, pendant les prix d'automne, donc justement pendant l'attribution du Goncourt. En gros, il y avait donc ce qu'ils appellent le carré final, les 4 livres qui sont sélectionnés avant que le lauréat ou la lauréate soit désigné. Et donc, avant qu'il soit désigné, donc 4 livres dont on parlait dans les médias, forcément qu'il y avait un énorme coup de projecteur parce qu'ils étaient dans le carré Mhm. final du concours, dont d'ailleurs un livre de rivage euh, Mhm. d'un écrivain d'origine haïtienne, Mackenzie Orsel, Une somme humaine, livre que j'ai lu et que je vous recommande. Et il n'y a pas de collusion d'intérêts autre qu'une maison d'édition en commun. Ouais, tu touches un pourcentage. C'est ça exactement. Et, euh, et donc voilà, donc, bah, par exemple, le livre de Mackenzie, à l'époque, il était vendu à moins de 1000 exemplaires, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et on avait à côté un livre qui faisait beaucoup parler de Chloé Korjman. Alors le titre m'échappe, Les Petites Sœurs, je crois, ou je sais plus, qui racontait Mhm. l'histoire de sœurs pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les camps de concentration, etc. Livre qui en plus avait fait polémique, ce qui dans notre économie de l'attention serait censé promouvoir le livre, et il ne s'était vendu qu'à 2500 exemplaires. Donc voilà, ça c'est pour te donner un exemple. Et celui qui se vendait le mieux, c'était Le Mage du Kremlin, qui devait être déjà à 17 ou 18 000 exemplaires à ce moment-là. Mhm. Donc c'est juste pour dire voilà, que les livres ne se vendent pas si bien, y compris les livres dont on parle, et que par exemple un premier roman, si tu le vends à plus de 1000 exemplaires, c'est bien, c'est une bonne vente quand tu n'es pas Mhm. connu. Donc Et il vous a envoyé des comptes, là, Rivage? Vous savez combien vous en avez vendu ou ils attendent la fin alors de l'année? en fait il faut attendre d'avoir fait un an complet, donc d'être arrivé pour nous du coup septembre 2023 pour savoir combien on en a vendu, mais on a eu beaucoup de presse. Mhm. On a eu beaucoup de presse écrite. On n'a pas eu encore de radio, même si bon là maintenant il y a ton podcast. Là il va y avoir l'entretien avec les Québécois. On va avoir aussi un autre entretien avec un site qui s'appelle Lundi Matin, qui propose Mhm. des vidéos avec voilà. Peut-être que comme c'est un livre qui étonnamment quand même reçoit un bon accueil critique et s'installe dans la durée, c'est-à-dire que c'est pas juste sur la phase de promotion qui généralement dure entre 1 et 3 mois. On continue à avoir des demandes, donc ça veut dire que le livre ne s'inscrit pas forcément dans une simple actualité, mais qui s'inscrit plus comme un livre dans la durée. Il faut savoir qu'un essai se vend beaucoup moins bien qu'une fiction. Donc franchement, si on en vend, par exemple, 1500, ça serait un succès, un succès de librairie d'essai. Non, non, attends. Moi, là, je pense que, enfin, sans faire Madame Soleil, hein, là, vous êtes parti pour les 10 000, là. Ah, Là, t'es vous êtes gentil. parti pour les 10 000. Ah non, mais Peut-être. attends, c'est vraiment. Enfin, moi, écoute, enfin, mon opinion, et on va en parler aussi de l'opinion des lecteurs insignifiants comme le mien, qui finissent par jouer un rôle dans l'univers, mais euh, j'adore les livres de critique littéraire. Tu vois, j'ai préparé, j'ai préparé mon petit William Marx. C'est aussi bien, si ce n'est que mieux que William Marx. Parce que le pauvre, lui, il vend sa soupe pour le Collège de France, il essaye de se débattre un peu, il fait ce qu'il peut.
Mais vous avez pas de problème. Vous sortez le bazooka et vous tirez. Donc lui, il est un peu gêné, tu vois, essaie de tourner autour du pot pour faire mal à personne. Mais, mais donc moi qui adore la critique littéraire, qui adore les essais, qui adore l'histoire, là, c'est génial parce que tu comprends tellement de choses. Et est-ce que moi j'ai une question au sujet d'histoire? Il y a- Qu'est-ce qui, je dirais, qu'est-ce qui est dérangeant entre ce système où finalement tu as des auteurs qui sont asservis à des grands seigneurs, quatre grands seigneurs de notre époque, avec en gros la manière de fonctionner d'avant, féodale, où tu as un auteur ou un artiste qui est inféodé à un grand seigneur et qui finalement peut pas vraiment dire la vérité, en tout cas sur ce type, ou sur cette famille. Est-ce que finalement, si on était, enfin, en gros, si on était au XVIIe siècle et que les Conti ou une autre grande famille française, entre guillemets, publiait un auteur ou permettait faisait du mécénat avec un auteur, est-ce qu'on serait pas là en train de dire, ouais, c'est dégueulasse? Alors oui, bien Est-ce que- sûr. Donc, bien sûr que pendant très longtemps, l'artiste, et l'auteur, l'autrice étaient inféodés à un système de mécénat qui était la garantie de sa protection, et de sa survie économique et sociale. Et ça passait par une forme de censure politique. Ce qui a changé, donc ça a été le cas pendant longtemps et ça a changé à partir du 19e siècle. Et on a des auteurs comme, donc bien sûr, pourquoi? Parce qu'on en est, c'est le siècle, bien sûr, de la révolution industrielle, donc de l'industrialisation des processus d'impression, de l'émergence de la presse, des médias, de la massification de l'enseignement, et tout ça va profondément déjà modifier le rapport au livre. Le livre va devenir de plus en plus un objet commercialisable et destiné à un plus grand nombre, ce dont on peut quand même se réjouir, hein, évidemment, et à la bourgeoisie, voilà, en gros à une bourgeoisie lectrice. Puis aux scolaires aussi, qui vont avoir de plus en plus accès aux livres et à des programmes de lecture, etc. Mais c'est Baudelaire et Balzac qui ont très bien saisi, hein, cette modification-là. Et on passe donc du fameux poète ou poète Ouais, avec le tréma, poète, enfin poène, ouais. qui vient du grec créé, euh, chez Baudelaire, donc qui était une sorte d'intercesseur un peu entre les hommes et les puissants, les hommes et les grands, les hommes et Dieu. Et on a ce très très beau poème de Baudelaire dans les tableaux parisiens, dans le spleen de Paris, Ouais. euh, où tu sais, le poète perd son auréole dans la fange du macadam. Oui, Je sais pas si tu t'en souviens, ouais. et en Retrouver. gros, voilà, il dit en gros qu'il a perdu son auréole dans la fange du macadam, euh, et c'est devenu une sorte de signe suranné de sa dimension sacrée. Elle s'est transformée en vulgaire objet qui ne se donne même plus la peine d'ailleurs de ramasser. Quelqu'un lui propose de la ramasser et en gros il dit que c'est pas la peine, etc. Et, euh, et voilà, il saisit comme ça très bien le profond changement de statut symbolique qui est en train de s'opérer pour l'auteur, l'autrice, le poète, la poétesse à ce moment-là. Balzac aussi, dans Les Illusions perdues, le décrit très bien. Je le Avec... partage juste un instant ici. Oui, Poème 66, voilà, vous vers 0. voyez, tu vois, euh, mon auréole, dans un mouvement brusque, a glissé de ma tête dans la fange du macadam. Je n'ai pas eu le courage de la ramasser. J'ai jugé moins désagréable de perdre mes insignes que de me faire rompre les os. Ouais, magnifique. Et lui, il a lutté avec Arsène Housset, qui était un patron de presse. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire. Ça Il me en a dit. bavé. Tu sais, Arsène Housset à qui il dédicace Les Fleurs du Mal, qui était Mhm. le patron de presse et puis promoteur immobilier. Enfin bon, le classique. Il fait de l'immobilier et en même temps il fait de la presse et il en a beaucoup souffert de ce que tu décris très bien et qui dénonce ici.
me faire Oui, rompre les... que de me faire rompre les os, oui, bien sûr. Ils vont commencer, Balzac aussi, hein, va souffrir aussi, Baudelaire aussi se plaignait des libraires éditeurs, Balzac aussi. On commence à avoir cette critique-là dès le 19e siècle. Zola Ouais, disait qu'il y avait trop de livres qui étaient écrits et publiés. Donc on voit bien que c'est lié quand même à cette structuration, hein, du capitalisme, industrialisation du capitalisme, qui commence déjà à dégrader le livre. Mais oui, avant, bien sûr, il y avait une forme de censure politique. Mais là, ce qui se passe dans le champ contemporain, c'est qu'il y a une censure qui ne dit pas son nom, qui est une ouais, je suis censure d'accord. par le jeu économique, ou tout simplement, euh, bon, d'abord, il faut savoir que quand on envoie un manuscrit, il y a quand même très peu de chances qu'il soit publié. C'est quand même une réalité. Et malgré ça, on est quand même saturé de livres partout. Est-ce qu'il y a une chance qu'il soit lu quand on voit ton manuscrit quelque part? Euh, alors, Ils les lisent? donc, c'est ce qu'on explique au tout début de l'essai. Euh, Bien sûr, ils sont censés les lire. Ils payent d'ailleurs pour ça des lecteurs, des lectrices qui font un premier tri. Ils lisent souvent au moins les premières pages, parfois même le livre en entier, d'après ce que me dit mon éditrice, sauf si bien sûr ça correspond pas du tout à la ligne éditoriale, voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'ils reçoivent énormément de manuscrits, et ça n'a été de façon que complètement exponentielle, notamment avec le confinement qui a littéralement fait exploser le nombre de manuscrits. Et c'est comme Ouais, ça je que savais pas, j'avais pas suivi ça. C'est dingue. Gallimard s'est retrouvé à publier un message en disant qu'il Stop. demandait de sursoir, avec ce beau mot suranné, à l'envoi de manuscrits à la maison Gallimard, chose qu'ils n'ont jamais fait en maintenant plus d'un siècle d'existence. Et donc c'était une grande première, et on a des grandes maisons qui avouent, par exemple Grasset, l'éditrice de Grasset, avouait ne rien lire de ce qui lui parvenait par la poste. C'est-à-dire que ce qu'elle lisait et ce qui arrivait jusqu'à son bureau, c'était des bouquins qui lui étaient recommandés, soit par d'autres auteurs, autrices de sa maison, soit par euh, je ne sais qui, soit eh bien, Beethoven. elle publiait des auteurs et autrices déjà intégrés dans sa maison. Donc ça Il y a laisse une... Raphaël et Jean-Paul qui lui disent, vas-y, il faut que tu lises ça. Ah bah voilà, voilà, c'est ça. Raphaël, ben tiens, Raphaël Enthoven, encore un bel exemple là aussi d'économie de l'attention et de Ouais. captation. Et un autre exemple des philosophes à ne pas lire, puisque lui aussi, j'ai eu l'occasion de... Je crois que j'en suis à plus de 40 000 vues sur mon rant contre Beethoven. Mais bon, c'est pas les meilleures choses que j'ai faites de ma vie. Mais ouais, donc non, c'est super intéressant ce que tu dis. Donc en fait, c'est quasiment du copinage ou de la cooptation, non? Euh, là, plus ou Tu connais moins, oui, bien personne, t'es sûr. mort. Enfin, Bien sûr. si t'es dans ta banlieue et que, je sais pas, tu t'es Alors, foudroyé par l'inspiration, comment tu je fais? je veux pas être trop pessimiste parce qu'il y a quand même toujours des textes qui arrivent à émerger dans ce qu'on appelle dans le livre les interstices. Euh, Mhm. mais, euh, mais oui, 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 bien sûr, il faut bien voir que c'est pas pour rien qu'il y a énormément de journalistes, par exemple, publiés. Il y a une forme comme ça d'endogamie du milieu qui se publie et se prime aussi, hein, parce que on pourra dire un mot sur les prix, souvent entre eux. Mhm. Parce un instant sur les prix, et merci d'avoir répondu sur ma question sur l'historique, parce que c'est très clair et ça montre à quel point, enfin, perso, je préférais avant. Au moins, tu étais un féodé, mais tu savais que tu étais un féodé. Tu savais. Oui, Moi, j'adore l'exemple de Paul Scarron, qui est financé par la Régente et qui, dès qu'elle a le dos tourné, il écrit des petits poèmes, des mazarinades en disant bande d'enfoirés. Mais parce que c'est ça la littérature, la dimension vraiment ironique de la littérature. Mais donc, c'est super clair ce que tu as dit. Mais finalement, voilà, oui, oui. aujourd'hui. Enfin, Oui, juste pour vas-y. dire, effectivement, on est passé finalement, comme tu dis, de souvent de figures de puissants, mais qu'on connaissait, reconnaissait, dont voilà, et à une forme de censure politique, à des mécanismes anonymes dont on ne maîtrise absolument pas les tenants et les aboutissants, puisque c'est le mécanisme du marché lui-même qui, je dirais, procède. C'est André Chiffrin d'ailleurs qui dit que le marché procède par contraception. C'est-à-dire que il,
il n'a même pas besoin d'avorter des livres. Ils ne sont même pas éclos, quoi. Ils ne sont même pas Exactement. nés. Ils ne sont même pas sélectionnés, ils ne sont même pas publiables, puisque quand on a des exigences de 10 à 15% de rentabilité par ouvrage, comme c'était le cas apparemment dans les maisons américaines, évidemment, que peut-on publier? On ne peut publier que des choses qui soient suffisamment marketées pour être vendues et vendables. Donc on ne peut pas tout Absolument. publier. Et c'est comme ça d'ailleurs que, par exemple, la poésie est le grand parent pauvre aujourd'hui de la production littéraire. Elle représente, je ne sais plus, 1 à 2% de la production. Même chose pour les textes de théâtre, même chose pour les nouvelles. Et on en vient comme ça à une standardisation à la fois des formats littéraires, mais aussi des voies littéraires, puisqu'on ne peut plus publier que ce qui se vend, à part bien sûr dans quelques interstices. Et on a encore quand même des maisons qui se battent pour qu'il y ait une diversité de voix, de formats qui continuent d'émerger. Mais c'est clair Mhm. que ce n'est pas la norme. Ce n'est pas le mainstream, en tout Ouais. cas. Après, va leur expliquer que la littérature ou la poésie dans l'Antiquité, c'était tout sauf le roman qui Oui, n'existait pas. ouais, ouais. C'est c'est incroyable. Aristote, il doit se retourner dans sa tombe. Et donc, en termes de divertissement et de... Bon, allez, je vais sortir un gros mot. En termes de catharsis, et je sais que tu en parles, c'est pour ça que je vais là sur ce terrain-là. Est-ce que Netflix nous permet pas de raconter des tragédies, de vivre des comédies, euh, d'embrasser des épopées, comme on pouvait voir à l'époque des anciens? Qu'est-ce que tu en penses? Ou qu'est-ce que Euh, vous en pensez avec Hélène? alors, avec Hélène, ce qu'on diagnostique, c'est des choses que d'autres ont diagnostiquées aussi, hein, mais c'est comment euh, les formes littéraires, peu à peu, ont disparu, se sont dissoutes. Bon, la logique de genre littéraire, de forme littéraire, je dirais même la logique du style, n'est plus ce qui prime dans la promotion ou la possibilité d'existence ou dans la critique d'un texte. Euh, Peu à peu, d'ailleurs, on en est arrivé à cette distinction opérée d'ailleurs dans l'académie par les Américains entre fiction and non-fiction. Une catégorie très pratique qui veut à la fois tout dire et rien dire, hein, parce que voilà, et parfois même des brouillages entre fiction and non-fiction, on ne sait plus trop ce qui est quoi. Mais c'est intéressant, ou même comment, par exemple, les départements de lettres sont devenus des départements de cultural studies ou de, j'en sais rien, blabla Exactement. studies. En tout cas, voilà, comment peu à peu on gomme et on étale la spécificité de la matière, de la forme ou du genre. Et ça au profit du contenu, en fait. Voilà, donc on est arrivé à une logique de contenu où les livres même sont des livres qui doivent être pitchables, sont des livres qui sont reconnus pour l'histoire qu'ils racontent. Et pourquoi? Parce que, dans le fond, ce contenu, il arrange très bien le système économique qui est le nôtre, puisque il est transvasable. Il est transvasable dans de multiples supports. Si mon livre est écrit dans une langue suffisamment claire, avec une histoire suffisamment accrocheuse, pleine de cliffhangers Mhm. et de suspense et de je ne sais quoi, eh bien, je pourrais facilement transvaser cette histoire en série et je pourrais facilement la transvaser en film. Et puis ça pourra facilement devenir un jeu vidéo, qui pourra aussi devenir un goodies, etc. Et donc, voilà, ce qui compte, du coup, c'est de produire du contenu qui soit déclinable dans de multiples formats. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on en arrive même à des phénomènes où parfois, souvent, quand même, l'histoire culturelle jusqu'à maintenant et littéraire faisait que c'est le cinéma qui adaptait des livres. C'est toujours bien sûr le cas, mais aujourd'hui, c'est parfois les livres sont tirés d'une émission radio, sont tirés d'une série Netflix, sont tirés de tel ou tel jeu vidéo et vont venir raconter l'histoire a posteriori de façon livresque. Donc le livre, parfois, n'a même plus la primeur, si j'ose dire, sur ce contenu-là. Exactement. Et le style lui-même est un féodé à une logique de l'image, à une syntaxe de l'image plus qu'à une syntaxe de la phrase et du texte, non?
parfois j'ai l'impression, enfin, même des auteurs tout à fait respectables, j'ai l'impression de lire un scénario ou... Oui, par exemple, enfin, récemment, on me l'avait offert, j'ai lu L'amie prodigieuse de la mystérieuse Elena Ferrante. Ce n'est pas désagréable à lire, hein. Je veux dire, ça Non, se non. lit, c'est même bien ficelé, c'est une histoire bien ficelée. Mais pour moi, je lisais un scénario. C'est-à-dire, je ne lisais pas un livre, je n'entrais pas dans une langue, je n'entrais pas dans quelque chose qui accrochait comme ça avec le réel, ou qui faisait surgir un imaginaire, ou faisait surgir un univers. En tout cas, pour moi, dans ma lecture. Mais, et ça, pour moi, ce livre, qui a eu d'ailleurs un immense succès, est typique, voilà, Mhm. de ce fameux contenu. Et d'ailleurs, il a été adapté, etc., etc. Et pour revenir sur la question de Netflix, bon là, je pense que c'est une question plus large, mais j'ai lu un petit bouquin d'ailleurs que je te et vous recommande, Ouais. auditeurs et auditrices, d'un certain Romain Blondiot, qui est paru au Seuil dans les éditions Libelle. Donc Libelle, c'est un peu comme Tract chez Gallimard, c'est des livres très courts d'une Mhm. soixantaine de pages, qui sont un petit peu des livres un peu coup de poing, des sortes Ouais. de prise de position un peu politique sur certains sujets. Et par exemple, chez Gallimard, on avait eu de Daniel Salnave, Jojo le gilet jaune. Donc voilà, on avait eu un texte de Barbara Stiegler aussi, que j'aime beaucoup, la Moi philosophe, aussi. fille de Bernard Stiegler, Ouais. sur un petit peu, donc le titre là tout de suite m'échappe, mais sur en gros, ce que la pandémie permettait de contrôle aux États sur la santé des gens, et comment ça a amputé un peu la, à travers ce contrôle de la santé, la liberté, etc. Et là, chez Seuil, voilà, donc il y a ce petit bouquin que j'ai lu, Netflix, une aliénation en série. Et en Ouais. fait, ce qui explique Romain Blondieu, en gros, c'est que à l'origine, Netflix était une maison assez créatrice et novatrice, quand une société de production qui initialement avait sélectionné des projets qui sortaient de l'ordinaire, Mhm. et puis voilà, un pamphlet contre la plateforme numérique. Et, euh, et ce qui s'est passé en fait, c'est que peu à peu, d'abord, ils ont confié une partie de leur programmation à un algorithme, donc c'est aussi ce qui fait leur succès, c'est-à-dire que quand tu te connectes, l'algorithme te propose selon ton profil, selon tes choix, certains types de séries. Il a fait des partenariats avec la société Marvel à partir de 2013, je crois. Et d'ailleurs, Mhm. bon voilà, certains ont pu constater que un film Marvel était quand même toujours proposé tôt ou tard dans les films ou les séries qui allaient forcément te séduire. Et, euh, et donc, voilà, ce qu'il montre, c'est que peu à peu, Netflix se soumet à la loi du marché, et va profondément modifier ses contenus en ne produisant plus que des choses attendues, avec vraiment des recettes. Donc, alors, certes, c'est une plateforme qui a donné beaucoup de visibilité, notamment aux minorités, donc Mhm. aux minorités qu'on appelle racisées, aux minorités LGBT, aux femmes, etc. Mais voilà, qui a aussi beaucoup standardisé l'écriture, en tout cas, de ce qui est Ouais, proposé. mais excuse-moi juste un truc sur les minorités. Enfin bon, et encore une fois, c'est mon opinion et personne d'autre, mais aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est pour l'argent que c'est fait aussi. Ils savent très bien que s'il n'y a pas un petit dosage de minorité, ils sont cuits. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je leur ferai pas. Enfin, oui, c'est vrai, c'est bien, mais d'un autre côté, on sait très bien pourquoi ils le font. Alors, je pense Qu'est-ce que qu'il y tu a en deux penses? choses. Je pense que c'est quand même important que les minorités puissent être représentées. Quand même, elles ne l'ont pas été pendant très très longtemps dans nos productions culturelles. Donc ça fait du bien qu'il y ait quand même maintenant cette diversité de représentation, et C'est en vrai, particulier je pense pour tout le monde, pour toute la société, mais aussi pour les personnes concernées, bien sûr. Mais absolument. Mais là où je te rejoins, c'est que bien sûr, il y a des fois où, comme toujours, on a des phénomènes, comme on a du greenwashing, on a par exemple du pinkwashing, on a du Ouais. feminist washing, évidemment, ça peut être aussi parfois une façon de remplir une sorte de cahier des charges, sans forcément qu'il y ait une intention
politiques ou sociopolitiques fortes derrière. Voilà, exactement. Le jour où ça les embête et que c'est au milieu, ils l'enlèveront. Mm. Mais vraiment, après, c'est vrai qu'on peut en discuter, mais sur le fond, c'est vrai que c'est bien, mais exactement. Et comme dirait Kant, voilà, ce qui est l'intention est réellement importante là-dedans. Oui, oui. Bon, mais ça, c'est le problème, hein. Il y a une philosophe italienne que tu connais peut-être, Silvia Federici ou Federici, je sais pas comment on Oui, prononce, qui a beaucoup écrit, donc qui a écrit un bouquin qui s'appelle Caliban la sorcière, donc sur l'histoire des sorcières. Et puis, elle a sorti un bouquin sur, en gros, la place des femmes dans le capitalisme. Et elle dit un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que quand le capitalisme a besoin des femmes, bah, il les valorise, il les fait entrer sur le marché du travail, etc. Mais elles sont sa variable d'ajustement. Et puis, quand ça l'arrange moins, il les renvoie au foyer. Et puis, il ne leur paye pas de retraite, pas de salaire décent, etc., etc. Donc voilà, oui, elle dit un peu ce que tu dis, que parfois ça peut mm, être une forme de variable d'ajustement, finalement au gré des évolutions économiques et sociales. mm. Et que le Mais- capitalisme s'accommode très bien de ça. ouais, ouais, ouais. Et même, ouais, même exactement, il prospère. Je me souviens, mais attends, j'avais quoi? J'avais 18 ans et d'avoir écrit à Michel Onfray. Mais bon, Ah, c'était quand j'avais 18 ans, c'est-à-dire tu fais 42 moins 18. Tu sais combien de temps, il y a combien de temps j'ai écrit la lettre? Et je l'ai écrit une lettre et il a été adorable parce qu'il avait répondu et j'étais un jeune étudiant, enfin encore au lycée. Et j'ai dit, mais monsieur Onfray, comment on peut faire? Parce qu'il était toujours, tu vois, je crois que j'avais lu un livre qui m'avait passionné qui s'appelait La politique du rebelle à l'époque où Onfray écrivait des bons essais. Je suis désolé, Michel, il y a eu une baisse dans la qualité. ouais, c'est Euh, clair. et, et j'avais été fasciné, mais je me dis, et je l'ai écrit, mais j'adore votre livre, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsque finalement le Che Guevara est sur des t-shirts et que le système récupère celui qui le mettait en évidence et qui montrait à quel point il fallait démonter le système, eh bien, comment fait-on pour lutter contre un système qui finalement fait feu de tout bois? Alors, oui, alors ça, c'est quelque chose dont on parle, hein, bien sûr, dans l'essai, c'est Oui. la prodigieuse capacité de recyclage. Qu'a, ce que d'ailleurs deux philosophes, là, Boltanski et Chiapello, qui ont écrit un livre qui s'appelle L'esprit du capitalisme, avaient déjà montré. Mhm. En Mhm. gros, c'est la prodigieuse force du capitalisme, hein, et qui explique sans doute qu'il est toujours bien vivace et parmi nous, c'est qu'il a une prodigieuse capacité d'absorption et de recyclage et de transformation de sa propre critique. Donc, comme tu dis, Che Guevara, quand même, une figure hautement critique, communiste, résistante, etc., va devenir cette figure dupliquée sur des milliers de t-shirts, acheter des fortunes made in China dans nos magasins. Bon, voilà, donc c'est vrai que c'est est porté par des petits bourgeois qui s'achètent Sans canaille. voilà, qui s'encanaillent avec leur t-shirt Che Guevara. Donc c'est vrai que c'est fascinant, hein, d'observer ça, et on l'observe évidemment dans le champ littéraire aussi. Et je voudrais donner un exemple Mhm. très récent, c'est l'exemple de Virginie Despentes, par exemple. Alors bon, bah, Absolument. Virginie Despentes, bon, moi qui est une autrice personnellement que j'apprécie beaucoup, dont j'ai lu les textes. Alors je n'ai pas lu le tout dernier, Cher connard, mais j'étais à Paris quand il est paru. Et Virginie Despentes, c'est quand même une voix punk, c'est une voix dissidente, c'est une voix LGBT, c'est une voix qui quand même est une vraie voix, je crois, politiquement, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle a pu apporter au féminisme, avec notamment King Kong Theory et d'autres textes. Euh, mais voilà, peu à peu, Virginie Despentes, cette voix critique, va être complètement récupérée par le système. Donc déjà en 2013, Louis Vuitton rentre dans le capital de Madrigal, donc Madrigal Gallimard, et Ouais. à hauteur de 10%. Parce qu'à ce moment-là, Gallimard était trop endetté.
Et Ça fait Louis combien, Vuitton, 10% de Madrigal, enfin, en gros, en termes d'investissement? Enfin, ça fait alors là, plusieurs millions. je veux pas dire de bêtises, j'ai pas Ah les non, mais chiffres, mais je pense que excuse-moi, je te c'est, laisse continuer. ouais, ouais, c'est sans doute une belle somme. Hmm. Madrigal étant le quatrième groupe français, quand même un très gros groupe qui détient des dizaines de maisons, enfin qui contient énormément de maisons d'édition. Voilà, je pense que c'est assez énorme. Euh, Louis Vuitton, donc quand ils entrent au capital, ils, euh, ils décident de publier un livre, donc coédité avec Gallimard, qui s'appelle La Malle. Et donc Hmm. ce livre est censé faire la promotion de la fameuse Malle Vuitton. Donc c'est en fait, ils vont demander à une dizaine, je sais plus, 8 ou 10 écrivains qui seront pris en photo avec des Malles Vuitton, d'inventer chacune, une nouvelle à partir de la Malle Vuitton. Et en fait, c'est génial parce qu'en fait, c'est des publis nouvelles, donc c'est une façon. Les marques de luxe étant un petit peu, voilà, voulant un peu se démarquer du recours aux vedettes traditionnelles, donc de la chanson ou du Ouais. sport, voulant gagner une image de prestige, mieux placée dans le champ symbolique, etc., vont se mettre un petit peu à faire la cour aux écrivains. Bon, alors c'est pas nouveau, c'était déjà le cas du temps de Cocteau, mais ça avait un peu disparu et c'est revenu, voilà, à la faveur des marques de luxe notamment. Et 30 millions d'euros, juste voilà, ben tu vois, voilà, ouais, 9 millions pour un ça. petit 30 millions, c'est 30 000. C'est ça. Euh, et, euh, et donc, Virginie Despentes va écrire une nouvelle, par exemple, pour la Malle Vuitton. Donc là, déjà, on voit qu'elle commence par être récupérée. Donc à ce moment-là, quand moi je lis ça, j'étais assez estomaquée. Bon, Vuitton, il y a Yann Moix qui a aussi participé à ce recueil, pour ne citer que les plus célèbres. Je crois qu'il y a Marie Dariussec aussi. Donc quand même, Ça Yann dépend. Moix exclu, il y a quand même des plumes, voilà, assez reconnues, Reconnu. etc., qui se sont livrées, vautrées dans l'exercice. Bon, ok. Je pense que le chèque devait être assez agréable à la fin. Donc je me dis, bon, elle avait peut-être besoin d'argent à ce moment-là. Et puis donc, j'étais à Paris en septembre pour la promotion de l'essai. Et à ce moment-là est sorti Cher Connard, le dernier livre donc Mhm. de Virginie Despentes. Et là, c'était absolument estomacant de voir le plan de communication dont elle bénéficiait. Elle était absolument partout. J'allais dans le métro et il y avait trois énormes affiches qui se succédaient dans le couloir, puis sur le quai, puis à l'extérieur du métro pour dire Cher Connard, Virginie Despentes, l'autrice aux 1 million d'exemplaires, etc. Donc elle était présentée au même titre qu'une autrice de best-seller comme Catherine Ouais. Pancol, par exemple, dont on parle à un moment aussi dans l'essai. Je rentrais chez moi, j'allumais la radio. Ah, Virginie Despentes était sur France Inter, par exemple. J'appelais l'attaché de presse et la responsable librairie pour savoir où on en était des rencontres en librairie. Nous voulions notamment aller au Mont en l'air, qui est une librairie assez Ouais. alternative, etc., dans Paris. Qui, Euh, qui, qui ah, reste, qui a survécu. qui a survécu. Une qui a On pourra en survécu. parler aussi des libraires indépendants. Et là, déjà, il y avait des créneaux qui avaient été trustés, si tu me passes l'expression, par Virginie Despentes. Alors, c'était très drôle Ouais. parce qu'elle était à la fois dans le champ Ouais. le plus mainstream, voilà, Ouais. comme Et sur des trucs plus subversif. confidentiels et plus indépendants, etc. Mais on voyait bien que sa voix, en tout cas, n'était plus vraiment cette voix de la dissidence. Ça y est, elle est déjà absorbée par le système qui l'utilise, qui en a fait son produit, son système de vedettariat aussi. L'autrice ont un Ouais. million d'exemplaires. Ouais. Et comment, enfin, je me mets à à la place de cette pauvre Virginie Despentes. Comment faire autrement? Alors oui, alors, non, quand même, il y a la possibilité de faire autrement. Elle n'était pas obligée d'accepter toutes les invitations. Elle n'était pas obligée d'accepter un plan de communication digne Oui. des meilleurs auteurs de best-sellers de Guillaume Musso et autres. Je suis désolée. Par ailleurs, en faisant ça, ce qu'elle faisait aussi, c'est qu'elle captait non seulement, donc quand on a parlé des livres, 90% des références qui se vendent à moins de 100 exemplaires, elle se vend à 1 million d'exemplaires. Pour ses précédents livres,
Je ne sais pas combien sont les chiffres de Charconnard, mais ça doit être énorme. Ça doit être plusieurs Hmm. centaines de milliers d'exemplaires. Donc son livre, de toute façon, allait se vendre sur son simple nom. Euh, Elle n'était pas obligée d'occuper tous les créneaux non plus. Elle n'était pas non plus obligée de répondre à toutes les invitations sans discrimination, parce que c'est pas seulement un capital financier qu'elle collecte là, c'est aussi un capital attentionnel. Donc ça, c'est quelque chose dont on parle aussi dans l'essai. Georg Frank, qui était un théoricien allemand, Ouais. est le premier à avoir théorisé la notion, donc ce qu'il a appelé initialement capital attentionnel, qui aujourd'hui se connaît mieux sous le nom de économie de l'attention. Euh, et il dit, et j'aimais beaucoup sa comparaison, il dit, voilà, on vit dans une société où d'abord, on ne cesse de prélever notre attention par les multiples sollicitations que nous avons, notamment dans l'espace urbain, à travers les affiches, les écrans, les pubs dans les métros, dans les transports, aux arrêts de bus, etc. Et d'ailleurs, j'aime bien l'idée, il proposait que on nous rétribue sous la forme d'une taxe qui serait payée par ces entreprises qui captent notre capital attentionnel, qui nous soit redistribuée pour cette attention qu'on nous avait prélevée sans nous demander notre consentement. Ah, c'est pas mal. Donc voilà, je trouvais l'idée assez Ouais, séduisante, parce que pour lui, il a complètement raison, l'avenir lui a complètement donné raison, c'était déjà une monétisation en fait de notre temps de vie, de notre temps d'attention. Et, euh, et on ne nous demandait pas si on était d'accord ou pas. Et il dit aussi, il dit voilà, ce régime du vedettariat, etc., il se double de toute cette question de l'attention, où vous avez des gens qui littéralement baignent dans l'attention, qui sont sur tous les plateaux, qui sont dans tous les magazines, dont on ne cesse de voir la figure, d'entendre les propos, qui sont ensuite, ça il le disait pas encore, mais on pourrait rajouter diffractés dans la grande économie du web. Et à côté de ça, on a des gens désespérés qui, pour faire entendre leur voix pendant 3 minutes de JT, sont obligés de s'immoler par le feu. Et je trouve ça ou sont obligés de faire des grèves de la faim, juste pour qu'on les voit, pour qu'on les entende. hmm. Donc voilà, Nabila va être partout, mais un dissident politique va être obligé de s'immoler par le feu, ou quelqu'un dans une situation de précarité terrible va être obligé de s'affamer, etc., juste pour avoir 2 minutes de JT. C'est intéressant quand même de ce que ça dit de nos sociétés. Donc voilà, pour moi aussi, là, Dépente quand même accepte de jouer le jeu. Elle a la possibilité de le jouer, mais que partiellement quand même. Elle aurait pu refuser certaines invitations. Et récemment, j'entendais à la radio Lydie Salver, je sais pas si tu vois qui c'est une autrice, Non. une super autrice, enfin, que moi j'aime beaucoup en tout cas, une autrice qui a été prix Goncourt en Oui, oui, oui. 2016, qui a une vraie Sur la voix, guerre d'Espagne? sur la guerre d'Espagne, exactement. Tout à Une fait. vraie Oui, langue, oui. voilà, je trouve une vraie voix, et puis Oui, qui était très bien. Oui, oui, je me souviens. qui est pleine d'humour, d'ironie, voilà, qui fait une critique acerbe des rapports sociaux et notamment des rapports de domination, parce qu'elle vient elle-même d'une famille d'immigrés espagnols très pauvres, très déshérités aussi culturellement, etc. Et là, elle vient de sortir, alors évidemment, c'est très ironique, mais un traité de successologie et où elle tourne en dérision, voilà, cette société du succès où il faut avoir du succès pour réussir, et elle propose des recettes du succès. La Linda Et Salver. voilà, Lydie Salver, ouais. Et j'ai pas lu son livre, je l'ai pas encore lu le dernier là, j'aimerais beaucoup le lire. Mais en tout cas, quand je l'entendais, j'ai entendu une émission, elle était invitée, il y avait beaucoup d'échos avec l'essai, et elle constatait en fait les mêmes choses. Donc voilà, par exemple, Lydie Salver, bah, elle était sur France Culture là, par exemple. Elle joue pas ce jeu-là, par exemple. Mhm. Alors que c'est quand même une autrice qui a dû quand même, enfin voilà, qui est très connue et reconnue dans le paysage littéraire. Bien sûr. Non, c'est assez convaincant ce que tu dis sur Virginie Despentes. Elle avait les moyens de faire autrement. Tout à fait. Et Alors on a, après, voilà. on a les moyens de faire autrement jusqu'à un certain point quand même, hein. C'est-à-dire que on est obligé, en tant qu'auteur et autrice aujourd'hui, de jouer un petit peu le jeu quand même des médias et des éditeurs. Par exemple, aujourd'hui, refuser un prix littéraire, je pense que c'est quasiment impossible. Hmm. C'est très compliqué. Ou alors même Ouais. ce refus
serait, bon, déjà, c'est la garantie de se couper d'une maison d'édition parce qu'un gros prix littéraire, un gros prix d'automne, ça veut dire quand même plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus. Là, je Mhm. lisais un article sur le dernier Goncourt, Vivre vite de Brigitte Giraud, où Brigitte Giraud, ouais. il disait ah, ce Goncourt a mal marché, il s'est mal vendu, pour l'instant que 170 000 exemplaires vendus. C'est colossal, hein, je veux dire, par rapport à l'état du Ouais. marché, voilà. Mais pour un Goncourt, effectivement, c'est pas si énorme. Donc évidemment que si un éditeur ou une éditrice a le Goncourt, pas, l'auteur, enfin, l'auteur s'immole littéralement, virtuellement, si Ouais, 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 Antoine ne va pas récupérer son prix. C'est quelque chose qu'on lui bien sûr. pardonnerait jamais, je pense, dans l'économie Sur les, actuelle. sur les prix littéraires, sur le prix littéraire, bien, il y en a 2000, enfin, je l'ai appris dans ton livre. Mhm. Il y Alors en en a, il fait, y en a, il y en a 2000, c'est quand même hallucinant. Et oui, chaque année, il s'en crée combien? alors en fait, chaque année, ils s'en créent environ 200. Alors attention, par prix littéraire, bien sûr, on connaît tous et toutes Oui, il les y a grands prix tout. d'automne, concours féminin. D'ailleurs, l'essai a été dans... C'est marrant, on parlait de la récupération et du recyclage. L'essai a été dans la première sélection du féminin, Ouais. alors que nous sommes un livre qui quand même est assez critique sur l'économie des prix, etc. Donc c'est drôle, enfin voilà, Non, mais sur la exactement. récupération. Bravo. Merci. Euh, Bon, mais tu vois qu'il n'a pas eu le prix finalement. Heureusement, peut-être. Ah, bon, Euh, ouais. En tout cas, Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire donc sur ces 2000 prix littéraires, oui, t'allais- alors t'allais- sur ces 2000 prix littéraires, en fait, donc on a les grands prix d'automne, on a donc ces prix-là qui sont nés généralement au début du XXe siècle. Initialement, ce qu'il faut voir, c'est que notamment le prix Goncourt, par exemple, pour ne parler que du plus célèbre, Ouais. il avait été créé par les frères Goncourt pour protéger, disait-il, l'homme de lettres, l'homme, hein, parce que chez les Goncourt, c'est l'homme de lettres, des assauts du journalisme. Donc déjà, il y avait cette concurrence avec le monde du journalisme, qui est aussi thématisé chez Balzac dans Les Illusions perdues, par exemple. Hein. Donc voilà, ça faisait longtemps que les auteurs pressentaient ça. Et pour encourager, en gros, une œuvre singulière et nouvelle dans le paysage. Hein. Donc pour eux, il fallait quand même que ce soit plutôt des jeunes auteurs et bon, auteurs qui soient primés. On voit bien sûr que cette vocation-là a complètement été détournée. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas toujours des jeunes auteurs d'abord qui sont primés, ensuite c'est pas des ouvrages forcément singuliers, etc., etc. Donc bon. Mais à ces prix-là, traditionnels, se sont ajoutés dans les années 70 les prix des médias. Donc, par exemple, le prix Télérama, le prix France Culture, le prix RTL Lire, etc. Qui sont des prix où les auditeurs sont aussi les jurys. Donc, en gros, les consommateurs, entre guillemets, sont aussi ceux qui produisent la valeur. Donc là, déjà, il y a un peu une confusion. Et puis, il y a je dirais une trentaine d'années, on a commencé à avoir des prix littéraires d'entreprise. Donc C'est le ça que prix j'adore. Matmut, le prix Generali, le prix Auchan, le prix Leclerc, le prix Carrefour, le prix je ne sais quoi. Et c'est ça qui, alors c'est eux qui majoritairement expliquent la création de ces 200 prix littéraires par an et le fait qu'on en soit à 2000 prix. Même si tu remarqueras qu'aujourd'hui tous les secteurs de la production littéraire sont couverts. Le prix du deuxième roman, le prix de la fiction, le prix le prix de printemps, le prix de la, j'ai même vu le prix de la page 111. Donc on prend à la page 111, j'en sais rien, 50 bouquins, et puis on sélectionne la meilleure page 111. Donc, D'accord. enfin, alors Énorme. après, bon, c'est peut-être un Ouais. jeu littéraire, ça, je sais pas, j'en sais pas plus sur ce prix-là en particulier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il y a toutes sortes de prix pour tous les goûts, et surtout pour toutes les cibles du marché. Écoute, en tout cas, j'adore ton livre. J'adore votre livre avec Hélène. Je vais passer malheureusement aux questions, aux petites questions d'Olivier. Mais vraiment, je vous invite à l'acheter, ce livre magnifique, donc chez Rivage. Et comme transition,
Tu sais, il y a une question que je pose sur le cadeau. Quel est le livre que tu as le plus offert Alors, moi, le livre que j'ai le plus dans ta offert, vie? c'est c'est le livre d'un auteur turc, bon, Ah, dont on c'est mal pourrait, parti pour moi. c'est mal parti, non, mais qui a été Je prix sais pas. Nobel en Ouais. 2006, Orhan Ah oui. Pamuk. Je pense quand même que Mhm. ouais, ça te Ouais. dit quelque chose. Bon, lui aussi, on pourrait dire qu'il est repris par le Global Market, Global Literary Market, dont on parle d'ailleurs dans l'essai aussi. Euh, mais en fait, c'est parce qu'en ce moment, je vis en Turquie, j'enseigne en Turquie. Et voilà, la Turquie a une place très particulière dans mon cœur. Il a écrit un livre que j'aime beaucoup, qui est un roman qui s'appelle en turc Kafamda Bir Tuhaflık, qui veut dire quelque chose de bizarre en moi. Mhm. Et ce livre-là raconte en fait la vie d'un vendeur de yaourt dans l'Istanbul des années 60 à nos jours. Et c'est une façon de raconter aussi les profondes mutations qu'a connu le pays et qu'a connu la ville ces 50 dernières années. C'est Et celui-là? ouais, c'est celui-là. Non. D'accord. C'est celui-là. Et donc, quand j'avais envie de parler de la Turquie, autrement d'ailleurs que de la façon dont on en parle dans la plupart des médias malheureusement, et même s'il y a du vrai, mais c'est aussi un pays très attachant. Et j'avais envie voilà, de le partager à travers ce livre. C'est pour ça que je l'ai beaucoup offert. D'accord. Et tu l'offres en quelle langue? En En français, français? Ah, d'accord. je l'offrais à des francophones. Ouais, bah, remarque, si tu l'offres en turc, il y a aussi le défi d'apprendre cette magnifique langue indo-européenne. Alors, qui n'est pas indo-européenne, qui est ouralo-altaïque. Oui, mais est-ce que c'est pas lié quand même un peu à l'indo-européen? Alors, Ah, ben, il y a très c'est très loin, hein. alors il y a des mots qui viennent du français, par exemple, parce que voilà, il y a eu une profonde refonte de la langue après les Ottomans qui a été menée par Atatürk qui a fondé la République turque. Et la langue en a été profondément transformée, mais non, c'est vraiment une langue très éloignée de la nôtre. C'est une langue qu'on appelle agglutinante, où il n'y a pas vraiment de verbe être, pas vraiment de verbe avoir, et tout fonctionne par des sortes de suffixes qu'on colle à la fin des mots. Mhm. D'accord. Bon, ben, en tout cas, c'est un beau défi pour l'apprendre. C'est dur. Euh, ouais, donc, et en termes de petits, puisqu'on est dans le monde de consommation, euh, une petite chose que tu achètes qui a le plus impacté ta vie, plus de changements dans ta vie, et qui vaut moins de 100 dollars ou de 50 dollars. T'as une idée de quelque chose que tu aurais acheté qui a eu vraiment un grand effet, une influence dans ta vie et qui valait rien, en gros? Euh, oui, un jour, j'ai été méditer dans un dojo zen. Ça coûtait 6 euros. Et c'est une expérience qui a changé ma vie parce que j'ai continué. Et que voilà, la méditation et ce qui va avec et ce que j'ai pu rencontrer à travers ça a eu une profonde incidence sur mon existence. Il y a deux mots, enfin deux, trois mots que j'aime bien, dojo, zen et méditation. Oui, Euh, il y a trop de mots là pour moi. Euh, Dojo, d'abord, tu peux pas me dire que tu es d'Aix-en-Provence et que tu fais des arts martiaux. c'est vrai, Non, j'en ai fait aussi. t'as fait quoi comme arts martiaux? Du kung-fu. Kung Fu, d'accord. Et donc là, je connaissais pas l'existence de ces dojo zen, mais ça consiste en quoi? Enfin, ça a l'air déjà abordable, Oui, puisque ça coûte oui, 6 c'est euros. abordable. Bah, en gros, c'est donc c'est C'est une pas branche du CrossFit. non, pas du tout. Alors, c'est une branche du bouddhisme, Ouais. bon, mais qu'on peut après pratiquer de façon laïque si on Mhm. veut, euh, même si ça reste quand même en fait une pratique spirituelle. Et c'est une branche du bouddhisme japonais en fait. Donc, c'est tel que c'est pratiqué au Japon. Et il y a deux écoles du zen. Il y a le zen Soto et il y a le zen Rinzai. Et là, c'est du zen soto. Donc, l'idée, en fait, c'est que tu es sur ce qu'on appelle un zafu, c'est-à-dire un coussin de méditation. Mhm. Et
c'est une méditation par le vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien pour l'accompagner. Je veux dire par là, il n'y a pas de chant particulier, enfin en tout cas pendant la méditation, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de paroles, et tu es seul, donc tu es aligné avec les autres méditants et méditantes face à un mur. C'est ce mur qui, voilà, il n'y a pas de visualisation, par exemple, ou de couleurs, comme dans certains autres bouddhismes, notamment tibétains, etc. Donc c'est assez aride, c'est assez déstabilisant, c'est dur, hein, c'est très dur parce que tu restes pendant quand même 1 heure et demie face au mur, mais voilà, ce Comment que ça face au te... mur? Qu'est-ce Face que au tu veux mur, dire face au mur? face à un mur, tu te mets face à, je sais pas, 20, 50 centimètres d'un mur et c'est ça que tu as en face de toi. Ah, j'ai jamais essayé. Oui, bah je te Et conseille, faut qu'est-ce qui se essayer. passe? Ouais, Alors bah, dans les 5 premières minutes, il tu se dois être passe comme, que... bon, j'en ai encore pour 1 heure et demie. Oui, alors c'est en fait 45 minutes, enfin 40 minutes, 10 minutes de marche méditative et puis à nouveau 40 minutes. Bah, il se passe que tu es profondément, la toute première fois, tu te rends compte que notre esprit ne cesse de penser. Nous ne cessons d'avoir des milliers de pensées qui nous arrivent et sur lesquelles nous n'avons aucune maîtrise parce que elles nous arrivent sous la forme de flash, sous la forme d'images, sous la forme de mots, sous la forme de pensées, de visualisation, de ce que tu veux. Et en fait, ce à quoi le zen, mais toutes les pratiques méditatives en général t'invitent, c'est ces pensées sont comme des nuages sur le ciel de l'esprit. Et bien sûr, tu les vois passer, mais en fait, tu es en pleine conscience, c'est-à-dire tu es conscient, consciente que c'est une pensée qui est en train de naître, que tu vois apparaître, mais à laquelle tu ne t'accroches pas, tu ne la nourris pas, et tu la laisses passer. Hmm. Tu la laisses apparaître, puis disparaître, dans cette espèce de cycle. Donc les 10 premières minutes, c'est très dur parce que tu te rends compte que tu es complètement aliéné à ça, Ouais. que tu n'as pas de maîtrise sur ça et que tu es envahi de pensées et que tu n'arrives pas du tout à les lâcher. Et puis l'autre chose, c'est que tu as mal parce que c'est douloureux. Tu es en position du lotus et les C'est ce que premiers j'allais temps, dire. voilà, ça fait très mal quand même, hein, au début. Il faut que le corps s'assouplisse et nos corps occidentaux européens sont pas très habitués quand même à ça, à s'asseoir comme ça. En tout cas, le mien, il l'est pas. Je fais depuis que je suis tout jeune, où j'ai commencé la boxe thaï, Ah. euh, je fais des assouplissements. Mais le truc qui sert à rien, tous les matins, c'est retour à la case départ. Alors, quand j'étais jeune, je dis ouais, ça va aller, ça va, je vais progresser. De temps en temps, j'ai progressé, mais il faut que j'en fasse 1 heure, tu vois, pour progresser. C'est, je pense que mes fibres musculaires, enfin, moi, je pense que je suis un client qui aurait mal. Peut-être au C'est, début, mais tu finirais par t'y faire. Il y a après des techniques, tout ça. Et mais puis, j'aime bien me faire mal. J'aime bien me faire mal, donc finalement, c'est quelque chose que... Ouais, mais bah, ça tombe très bien parce que je voulais aussi te parler de ce que tu faisais physiquement. Euh, et donc, ton entraînement physique, ça fait partie de ton entraînement physique, toi, dans ton quotidien. Tu fais ça combien de fois par semaine ou par mois? alors, il y a fut un temps, je le faisais tous les jours. Et puis, Wow. en fait, entre-temps, j'ai eu une petite fille qui a 2 ans et demi. Et donc, je t'avoue que là, mon entraînement physique consiste à pousser une poussette dans les rues d'Istanbul. Et bon, à méditer, mais moins qu'avant. Maintenant, c'est une fois par semaine, bon, 2 fois Hmm. les bonnes semaines. Euh, et j'ai complètement arrêté malheureusement les arts martiaux et le sport en général. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup reprendre, mais Istanbul s'y prête pas trop. C'est pas une ville qui est faite pour les sportifs. Et, Voilà. et la lutte turque, Ah oui, la fameuse lutte turque. C'est vrai, j'ai pas ça te essayé. tente? J'aime pas trop personnellement les arts martiaux où il y a des chutes. Voilà, par exemple, à un moment D'accord. j'avais fait du jujitsu, à un moment je vivais à Oui. Marseille et c'était le club le plus proche de chez moi et j'étais pas fan. Je préfère largement les sports voilà, bah, comme le kung-fu, la self-défense ou tu parlais de boxe thaï, j'ai jamais essayé mais je pense que ça pourrait presque Hmm. beaucoup plus me plaire que des sports avec des chutes.
Ouais, je suis d'accord. Les chutes aussi, bon, ça finit toujours mal parce qu'avec l'âge, en tout cas, ça nous poursuit. Mais après, moi, je trouve que dans les sports de lutte, au bout d'un moment, enfin, à 42 ans, il y a le côté, viens, on échange la sueur, bon, quand tu as 20 ans, ça va. Quand tu as 30 ans, ça va. Quand tu as 40 ans, tu te dis, bon, ok, ça fait 30 ans que j'échange ma sueur avec des inconnus. Je vais... Je vais arrêter là. Vous me faites Et, suer, ouais, ouais, ouais. comme on dit Et, dans le sud. et sur la nourriture, donc là tu vis en Turquie, et est-ce que tu sais, on est ce qu'on mange? Qu'est-ce que tu aimes, avec quoi tu aimes te nourrir? Est-ce que tu as conservé une nutrition très, très parisienne ou aixoise, ou tu as introduit dans ton régime alimentaire d'autres pratiques? Alors, bon, je suis comme toi, donc tu en parlais au début, j'adore manger et j'adore bien manger et j'aime beaucoup cuisiner aussi. Donc, pour moi, c'est très important de se faire plaisir en mangeant. Mhm. Euh, Avec quand même donc un paramètre particulier en ce qui me concerne, c'est que depuis plus de 10 ans, je suis végétarienne, donc je mange pas de chair animale ni de poisson. Alors, il peut m'arriver dans des circonstances, voilà, très Oui, exceptionnelles de temps en temps d'en manger, mais voilà, c'est un choix éthique et écologique. C'est pas du tout un dégoût de la viande ou ouais, malheureusement, mais bon, euh, de me tenir à ce choix-là. Et donc, le fait d'être végétarien, ça t'oblige à revisiter complètement ta cuisine aussi, parce que tu vas avoir beaucoup plus tu recours aux épices, aux sauces, à des produits différents, etc. Et donc voilà. Mais la Turquie, pour moi, c'est même si c'est le pays du kebab, c'est aussi le pays des mezzés. Et franchement, c'est hyper bon tout ce qu'ils font. C'est une cuisine qui propose plein de plats traditionnels ancestraux qui sont aussi végétariens, notamment par exemple, je sais pas, des riz pois chiches, des mezzés d'hiver, ils utilisent beaucoup l'aubergine notamment. Euh, oui, et donc moi j'y trouve tout à fait mon compte et en plus voilà je viens d'une famille méditerranéenne comme je te le disais où ouais. le plat familial c'était le couscous et voilà, j'ai découvert à l'époque où je n'étais pas encore végétarienne la blanquette de veau, je devais avoir 19 ans, tu vois, donc donc, donc j'ai pas trop un palais enfin un palais français au sens traditionnel, même si j'aime beaucoup aussi la gastronomie française. Moi, j'ai beaucoup d'admiration enfin, pour les végétariens et puis cette capacité, tu vois, à tenir parole. Moi, je pense que dès que mon surmoi tournerait le dos, je me précipiterais sur un steak ou sur un burger. Je comprends. Mais il y a des burgers végétariens délicieux, hein. Ah ouais, comment tu fais ça? À base de quoi? Bah, c'est comme un burger, mais bon, voilà, c'est la pâtie, enfin le steak Oui, qui est différent. C'est des steaks végétaux, donc bah soit tu en trouves dans le commerce, soit tu peux les faire toi-même. Il y a plein de recettes, alors soit à base d'haricots rouges, avec des épices, de l'oignon, des choses comme ça, soit à base de quinoa par exemple. Et là récemment en Turquie, ils ont comme Chypre, bah, comme tu le sais, une partie de Chypre est turque. Ils ouais, ont ce qu'ils appellent le helim, le halloumi. Donc, il y a un fromage oui, à base de 2 laits qui a la particularité de ne pas fondre quand il se cuit. Et c'est délicieux et ça forme comme un vrai steak. Et récemment, j'ai mangé un burger de halloumi pané et c'était ouais, voilà, parce que je ne suis pas végane. Je sais que c'est une ouais. incohérence éthique, mais voilà, j'arrive pas encore à l'être en tout cas. Que c'était pas, enfin, excuse-moi, mais si tu étais vegan, il faudrait que tu te prives de quoi, là, du Ben, halloumi? voilà, bah, si j'étais végane, ça veut dire aucun produit animal. Donc ça veut dire non seulement pas de chair animale, mais pas de produits produits par les animaux. Donc pas d'œufs, pas de lait, pas de fromage, pas de miel même, pas de cuir. Excuse-moi d'être complètement innocent sur la question, mais pourquoi c'est incohérent? Du fait de mal à Ben, personne. non, mais pour avoir du lait, il faut que l'animal produise un veau ou Mhm. un agneau ou qui souvent finit à la boucherie Ouais, quand même. Donc d'accord.
Si, il y a une forme d'incohérence, puis ça reste quand même une forme d'exploitation de l'animal. L'œuf de Mhm. la poule, alors certes, on la tue pas pour prélever son œuf, mais pour certains, c'est déjà une forme de vie. C'est déjà, voilà, donc c'est un Ouais. poussin qui n'est pas appelé à naître, etc. Ouais, bon, voilà. Bon, moi, là, je crois que c'est vrai, ça serait trop pour moi, J'admire les mais véganes, hein, parce que même socialement, ouais. c'est pas toujours évident. Ah, mais, bon, indépendamment des prises de position philosophiques, idéologiques, etc., c'est un exercice de la volonté une ascèse qui est impressionnante, enfin, qui pousse à l'admiration, parce que te priver quasiment de tout ce que, je sais pas, un supermarché t'offre ou un commerce peut t'offrir, c'est, enfin Mm. voilà, moi je fais partie de ces gens, je me lève le matin, j'ai faim, 2 heures plus tard j'ai faim, 3 heures plus tard j'ai faim, enfin, et c'est comme ça, c'est tantale ma vie. Je comprends. Donc là, ouais, pour moi, ça serait compliqué. Et alors, je change de sujet. Cette petite question, qu'est-ce que tu tiens pour vrai, même si tu n'as pas de preuves? Parce que j'aimerais qu'on parle un peu, tu parlais du zen tout à l'heure et du bouddhisme, Mhm. et des croyances et spiritualité. Donc, qu'est-ce que tu crois pour vrai, mais tu n'as pas de preuves? Je crois à une sorte je dirais pas de vie, mais de survivance après la mort. Mhm. J'ai pas de preuves au sens scientifique, mais bon, ça vient aussi, je pense, de mon histoire personnelle. J'ai vécu adolescente des deuils de personnes très proches, notamment une grande sœur et mon père. Mhm. Et j'ai Alors, est-ce que c'est mon cerveau qui produit ça? Est-ce que voilà, je n'ai pas de preuve, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, j'ai le sentiment très fort d'une forme de lien qui se poursuit et de forme de guidance aussi, pas forcément que autour d'eux, mais je crois que j'aurais tendance à dire que oui, je crois au moins une forme de survivance. 100% d'accord. Certaine. Moi, j'ai à peu près la même, enfin, j'ai pas exactement la même histoire, mais à peu près, et je sais pas si c'est lié, mais je pense aussi, comment tu peux être aussi sûr que rien ne nous relie avec cette énergie qui était tellement connectée avec nous. Mm, mm. Moi, bon, moi, c'était ma mère quand j'avais 9 ans, mais, c'est évident. Enfin, moi, personnellement, cette énergie, alors je sais pas si c'est vrai, si c'est dans ma tête ou à quel niveau ça se passe, cette énergie, elle est là. Tu Mm. vois, elle est là, elle a toujours été là. Ah ouais, ouais, C'est, moi j'ai le même sentiment, mais bon, après, on te prend pour un ouf total, tu passes pour un fou, mais d'un autre côté, c'est, c'est alors tellement vrai pour le sujet, enfin le sujet qui le vit. Moi, Olivier, en tant que sujet, c'est tellement vrai pour moi. J'ai aucune preuve, mais c'est tellement vrai pour moi. Et la différence? Aucune. ouais, Enfin, je suis complètement d'accord. Bon, et puis tu sais, on nous prend pour des fous ou des folles, oui, dans nos sociétés contemporaines, mais dans le fond, la plupart en fait des spiritualités et des sociétés jusqu'à très récemment considéraient ça pour absolument acquis finalement, l'idée de vie après la mort ou de mhm. survivance. Donc c'est plutôt notre modernité qui fait office d'exception que l'inverse sur ce sujet. Non, bien d'accord. Non, c'est vrai. Là, on se retrouve autant sur le végétarien. Je te suis pas, mais et c'est par faiblesse. Mais là, non, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Euh, et est-ce que tu as une spiritualité, enfin, toi, entre guillemets, officielle, dogmatique? Est-ce que tu te définis comme, je sais pas, bouddhiste ou catholique ou... Tu peux ne pas me répondre, hein. Oui, 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 non, je fuis les dogmatismes, je déteste l'idée
qu'on veuille comme disait Genot, le problème de la vérité, c'est qu'elle est vraie pour tout le monde. Donc voilà, donc la vérité est vraie, si tu veux, j'ai un peu de mal avec ça, et surtout quand elle prétend, en tout cas sous la forme de religion, régenter la vie des gens jusqu'au moindre détail de leur intimité. Et malheureusement, j'ai quand même l'impression que souvent, c'est pour établir des systèmes de domination qui ne réussissent quand même toujours, hein, pas aux mêmes, hein, c'est-à-dire les femmes, hein, qui sont quand même à chaque fois les grandes déshéritées de ces applications, en tout cas religieuses. Et donc j'ai pas de religion. Par contre, je pense que oui, je pense que j'ai besoin de cette nourriture, enfin, spirituelle. Ouais, C'est-à-dire que, ouais. comme tu disais, enfin, je sais plus qui d'ailleurs parlait des trois nourritures, quoi. La nourriture terrestre, matérielle, la nourriture intellectuelle, et puis je crois que la troisième dimension de l'humain, c'est quand même cette nourriture spirituelle. Et ce qui vient donner un sens plus global à la vie, et au chemin de la vie. Et oui, moi, c'est vraiment cette pratique de la méditation voilà, qui dans le zen d'ailleurs s'appelle, quand tu médites, on parle d'un au-delà du corps et de l'esprit, d'un au-delà de la conscience, qui s'appelle Mhm. Ishiryo. Et oui, voilà, c'est d'atteindre Mhm. cette forme d'au-delà de soi. Mhm. Mais d'ailleurs, donc les sociétés japonaises, voilà, la société japonaise a un rapport beaucoup plus limpide et transparent avec les esprits, enfin, qui. Tout à fait. Mais par l'influence shintoïste aussi. C'est fou comme pour nous, enfin, bon, en tout cas dans ma génération, tellement de gens qui sont tellement sûrs, ils sont tellement sûrs d'eux, et tellement sûrs de leur coup. Autrement dit, bon, ben, il y a de la matière, il y a une âme, enfin, on dirait, la matière disparaît, l'âme disparaît. Tu vois ce que je veux dire, cette espèce d'arrogance sur Mm. une certitude. Alors que, comme tu le dis très bien, tu sais, toi qui as rappelé tout à l'heure que c'est vrai que c'est plutôt une exception dans l'histoire. Oui, Et que l'inverse. c'est souvent lié, enfin, en gros, voilà, la religion, l'opium du peuple, et puis quelque part, bon, ben, les croyances sont des superstitions. Euh, c'est dur, je trouve, en tout cas, dans ma génération, d'avoir pu dire, bon, ben, je crois dans quelque chose, sans passer pour le pire des idiots, ou pour un débile profond. Oui, oui, c'est assez français aussi. On est le peuple qui C'est se assez français. déclare le plus athée. Je crois à plus de presque entre 50 et 60% des gens se déclarent athées. Mais voilà, c'est en fait là aussi une exception culturelle, hein, parce que assez peu de peuples en fait, hein, se déclarent athées. On se Mhm. déclarer agnostique, parfois, etc., mais pas athée, quoi. Donc c'est aussi voilà, finalement Oui, ouais, culturel. notre exception française. Je pense que c'est la faute de Michel Onfray, moi. Toujours lui. Toujours lui. 2005, traité d'athéologie. Ah, c'était tellement. Là aussi, j'ai jamais compris parce que enfin, je fais une aparté sur Michel Onfray. Freud et l'athéisme, c'était tellement des choses que tout le monde disait, mais à chaque fois qu'il faisait un livre, il y avait une espèce de buzz. Mm. Euh, T'as été onfrayenne une fois dans ta vie ou Ah non, pas du tout, non. Vraiment, t'as jamais. j'ai beaucoup de mal avec lui, en tout cas avec ce qu'il est devenu. Pour moi, il fait partie de ces nouveaux philosophes, comme tu dis, Ouais. à ne pas lire. Oui, qui utilise la télé. Enfin, le pauvre, il s'est presque perdu là-dedans. Enfin, ça a été sa perdition à force à force de passer à la télé. Ouais. Bon, on se retrouve pas sur Onfray alors. Bon, bah écoute, si Dieu existe, et là c'est bon un hommage à notre cher Bernard Pivot, qu'est-ce que tu voudrais qu'il te dise après ta mort? Ou les dieux existent? Ouais. Euh, Tu sais, c'est Mitterrand, je crois que c'est Mitterrand qui avait dit que on lui avait demandé, c'était le moment où il était très malade, etc. Qu'est-ce qu'il dirait? Donc c'était la question posée à l'inverse à Dieu, s'il le rencontrait au paradis. Et je crois qu'il avait répondu quelque chose comme c'était donc vrai.
Tu Ouais, existais. ouais, Ouais, je crois que j'aimerais qu'il, enfin voilà, ce serait juste ça. C'est, bah, tu vois, c'était vrai. Ce n'était pas qu'une ouais. fable. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, je me souvenais plus de ce truc de cette réponse de Mitterrand. Et c'était un journaliste qui lui a posé ou non, c'était pas Mais je Pivot? me demande si c'était pas Pivot justement, parce que tu parlais de Ouais, Pivot, mais je me ouais, demande si c'est pas lui. Il faudrait vérifier, mais je crois que c'est qu'il avait répondu quelque chose de cet ordre-là. Et donc, bon, on va se séparer, mais avant, parce que tu donnes quand même pas mal d'idées dans le livre sur comment sauver un peu la littérature ou pour nous, les amoureux de la littérature, que faire. Mais est-ce que tu aurais une idée pour sauver le monde? Bon, on sait qu'il y a l'idée de végétarien, mais qu'est-ce qu'on fait pour sauver le monde? Est-ce que tu as une bonne idée? Euh, je pense qu'il y a une idée là, enfin, tu sais bien, notre maison brûle et nous détournons la tête. Ben, mon idée, et ça rejoint l'idée du livre, hein, c'est quand même sortir du capitalisme au sens d'un Mhm. système productif et consumériste mortifère qui se retourne contre qui devient une sorte de Chronos dévorant ses propres enfants et ses propres rejetons. Et en Mhm. tout cas, c'est sortir au moins de ce capitalisme-là. Euh, Ah, mais qui a comment, perdu la enfin, tête. sur le fond, moi, je suis d'accord, mais comment faire? Alors bon, ben, c'est l'objet de multiples débats, mais décélérer. Sans, tu vois, sans perdre totalement la liberté ou sans, sans sombrer dans des lois ou dans des doctrines ou dans des Oui, réglementations. oui, bien sûr. Bah, c'est tout l'enjeu, mais déjà, sortir de ce système de la consommation, tu vois, pourquoi produire, si on reprend l'exemple de la littérature, pourquoi produire des milliers de livres dont la plupart finissent au pilon et sont recyclés quand même en papier toilette? Enfin, Je voulais c'est en ça parler de le ça. destin de la plupart des livres qui sont produits. C'est terrible quand Il y a des même. très beaux passages dans ton livre, le chapitre sur le pilon, Ah l'objet oui, du pilon. c'est Hélène Ling qui l'a écrit ce passage, mais oui, 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 tout à fait. La mort, le Recyclé en spectre du pilon. papier, recyclé en papier toilette. Ouais, Ah, c'est c'est pire, c'est pire que l'autodafé, non? exactement, mais peut-être qu'il y aurait une façon, j'en sais rien, plus raisonnée et plus juste quand même de produire. Et on ne cesse de vouloir nous faire acheter, consommer, jeter des choses. Il y a peut-être Hmm. d'autres façons d'exister, de recréer du lien et de vivre sans passer par ça. Il y Non, je suis bien a... d'accord. Si tu es d'accord, on se retrouve dans quelques mois et on discute de ça. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que donc j'ai Amazon Prime, j'ai Netflix, j'ai trucs, j'ai machin. Mais qu'est-ce que je fais? Donc le soir, je regarde plus Netflix, enfin j'arrive pas, je regarde pas Amazon Prime, bien sûr. Après les livres, je sais plus quoi choisir, donc je me retrouve toujours en train de lire les mêmes choses. Donc je vais lire mes livres de philosophie antique et je suis dans un perpétuellement pas ressassement, mais dans un enfermement, puisque je sais plus, il y a tellement de profusion autour que mon cerveau se met, tu vois, en alerte et bon, j'arrête de voir la télé, j'arrête d'acheter des nouveaux livres. Donc j'ai trouvé la parade, maintenant je suis dans un book club, enfin on a créé un book club au Fa lycée, donc je Super. découvre des nouveaux livres. Mais, mais autrement, j'ai un phénomène d'autodéfense, de réflexe face à cette profusion et cette consommation qui est je, je me mets au coin de la cheminée et je lis toujours les mêmes livres, du stoïcien, du Platon, du truc, et puis voilà, et ça continue. Et c'est pour ça que ton livre, pour moi, a été vraiment un vrai plaisir. Et ça, en tout cas, ça a illuminé mes soirées au coin de la cheminée. Et j'espère que ça Merci, illuminera les soirées des autres. c'est gentil. Ben, Écoute, merci j'espère. beaucoup, Inès. C'était le but en écrivant ce livre, bien au-delà d'Hélène et moi, enfin, je veux dire, de nos noms ou de ce qu'on a pu Mhm. écrire, c'était que les idées ou que l'analyse qu'on propose essaiment et germent peut-être dans quelques esprits. Exactement. Mais enfin, personnellement, j'y crois. C'est comme ça aussi que je suis devenu enseignant de manière un peu jaurèsienne, en me disant l'éducation permettra de changer le monde. Et j'espère que
j'espère que voilà, toutes les petites touches qu'on apporte, même si elles peuvent apparaître mineures ou lilliputiennes, et bien finalement, au bout d'un moment, elles finiront par avoir une action sur le monde. Mais merci J'espère. de ton temps précieux. Merci beaucoup, Olivier. Vraiment, c'était un plaisir de parler pour ton podcast. Et voilà, Et merci de me faire l'honneur. Et puis, eh ben, à très bientôt et bonne chance avec le Québec. Parce que je rappelle que Oui. tu es invité dans un événement au Québec. C'est quoi exactement, excuse-moi? Alors, je vais te redire. C'est le Festival littéraire international Métropolis Bleu. D'accord. Donc, pour Donc, les Festival historiens international Métropolis du Québec. du Québec et on sera invité fin février. Donc, j'imagine que Ça ça fait sera vrai. diffusé à partir de ce moment-là. D'accord. Très bien. Et bravo encore, bravo à toi, Hélène, pour tout ce que Merci. vous avez fait pour la littérature et pour nous, lecteurs. Merci beaucoup et merci Merci de ton beaucoup. temps et de cet entretien. Et c'était un plaisir. Merci. À bientôt.